Alors, nous sommes à présent sur l'esplanade des Amazones. Vous la voyez derrière moi, cette géante statue. Et ici, nous parlerons du contexte historique et touristique de cette œuvre. Donc, je suis avec le docteur, toujours avec lui, pour que nous puissions vous raconter cette histoire. Alors, docteur, cette statue représente quoi? La statue des Amazones relève de deux contextes. Il y a le contexte historique et le contexte touristique. D'abord, il faut retenir que le concept Amazone est venu bien après. Sinon, au départ, on parlait des agodiers. Agodier, c'est un corps d'élite qui a été créé par la reine Tassi Nana Rangbe, qui, après la mort ou le décès de son frère jumeau, le roi Akaba, elle a pris quand même le pouvoir. Et vous savez, les hommes, à travers les 41 lois établies par leur feu père Webada, ça n'a pas été du tout facile parce que l'intention de cette loi veut qu'on agrandisse un peu plus le royaume et que ça soit de père en fils. Mais voilà en fait que c'est une femme qui prend le pouvoir. Et le fait qu'elle a pris le pouvoir n'était pas quand même vu de bon oeil au niveau maintenant au sein de la royauté. Mais comment est-ce qu'elle a fait? Est-ce que les gens ont su que c'était elle ou bien elle a dû mettre des déguisements ou se camoufler? Non, pas du tout. En fait, le cas de Tassi Rangbe, elle est jumelle. Il y a un homme et une femme. Et l'homme était Akaba et le roi Akaba, en fait, à la veille d'une campagne militaire, il est malheureusement décédé. Et pour ne pas démoraliser et démobiliser la troupe, elle a dû porter les attroupements de son frère. Et c'est comme ça qu'elle est partie, elle a gagné la guerre. Et au retour maintenant, elle est normalement considérée comme reine du royaume au sein de la royauté. La première reine, donc. La première reine de la royauté. Maintenant, du moment où elle a été plus ou moins combattue par la gente féminine et masculine, qui ne voulait pas en réalité que si elle restait au trône, elle part, c'est que ce sont ces progénitures qui vont prendre le pouvoir. Et voilà les progénitures qui ne relèvent pas du royaume de Dahomey. Là, ça veut dire qu'on enfreint un peu à l'esprit des 41 lois établies par leur père, qui est le roi Wibadja. Par conséquent, après 3 ans de règne, et n'ayant pas trop confiance à la gente féminine qui devait la garder, elle a dû créer maintenant ce régiment, ce corps d'élite, qui est le corps des Agodiers, ou un peu plus tard, qui a été considéré comme les Amazones du Dahomey. Pour revenir maintenant à votre question, le contexte historique d'abord que nous venons de commencer, ce corps d'élite a été créé en 1708 et elle a passé 3 ans au trône. Mais le corps a été quand même plus ou moins amélioré d'année en année à partir du roi Agadja, qui est le jeune frère qui a pris le pouvoir. Et c'est avec ce corps que Agadja a quand même gagné la bataille de Savi en 1727. Quand le roi Gezo est venu au pouvoir en 1818, ce corps d'élite a été modifié et de régiment en régiment. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la devise de ce corps d'élite, qui est le corps des Amazones, des Agodiers, c'est cette devise qui est utilisée présentement par notre armée, un des compartiments de cette armée qu'on appelle les bérets rouges, que la devise stipule quand même vaincre ou périr. Vaincre ou périr. Oui, voilà. C'est des femmes qui se laissent carrément à la dévotion du roi. Elles se donnent carrément corps et âme à leur patrie et défendre cette patrie-là, qui est le royaume de Dahomey. En partir de 1818, comme je l'ai dit, le roi Gezo a modifié un peu le régiment, elle a renforcé davantage. Et les gardes rapprochés du roi Gezo en 1818 n'étaient considérés que des femmes. C'est quand même élogieux. Et par conséquent, je vous rappelle ici, et si vous me permettez, ce corps d'élite, même déjà à la veille de la conquête coloniale, il avait déjà des régiments. Vous allez voir les Golométors, qu'on appelait déjà des porteurs de fusils appelés fusiliers. Vous avez les Goyintors, c'est-à-dire des porteurs de hachères. Vous avez les Poyintors, le corps d'attaque. Vous avez les Agbani, le corps des artilleuses. Vous avez les Pétons, le corps des chasseuses. Voilà un peu comment a été structuré ce corps d'élite où chacun a un rôle précis.
à jouer. Donc en fait, tout était bien structuré, bien organisé. Bien sûr, en parlant du royaume de Dahomey, il faut se référer à son organisation administrative et son organisation militaire. Et je l'ai toujours dit, au début déjà à partir du 16e siècle vers 17e siècle, voilà un pays, un royaume qui s'organisait administrativement et militairement où nous n'étions plus en fait en phase avec une civilisation, mais nous avons déjà une culture. Voilà. Nous allons avancer un tout petit peu. Là, on se rend compte qu'on est sur une place, qu'on est en face d'un monument chargé d'histoire. Est-ce qu'on a une idée de combien elles étaient et de comment elles étaient formées, ces Amazones? Oui, vous savez, il y a des différents camps qui ont été réservés pour ces corps d'élite. Ces Amazones-là, vous en avez peut-être à Zassa, qui a été créé par le roi Gadja. Vous en avez aussi à Abomey, vous avez ça à Corvey, ainsi de suite. Le nombre varie d'un auteur à un autre. Et si vous faites référence à l'histoire des Africains, c'est un document, vous allez voir, des auteurs étaient différents. Et le nombre était chiffré à partir de 2000, 6000 à 8000, ou voire même 12 000, selon les auteurs. Mais le nombre importe peu. Mais c'est les caractéristiques de ces corps d'élite qui interpellent la conscience. Simplement parce que vous allez voir, à la veille de la conquête coloniale, c'est ce corps d'élite qui s'est démarqué complètement et qui a marqué la conquête coloniale. Vous allez remarquer qu'à la veille de la conquête coloniale, le gouvernement d'alors de Sadi Carnot, la troupe française, la France a écrit spécialement la Marseillaise du Dahomey. C'est là pour combien de fois cette armée imposait quand même sa force, sa bravoure. Ces femmes faisaient peur. Parce que la Marseillaise, quand on entend ça, nous évoque la France. La France a écrit la Marseillaise du Dahomey. Et que, si vous me permettez, je vous lis ici. La Marseillaise du Dahomey disait ceci: pour défendre nos colonies, l'honneur français, notre drapeau, nous vous quittons, mère chérie. Nous partons tous sur ce verso. Au Dahomey, le canon gronde. C'est la voix grave du devoir. Elle a tonné dans le ciel noir en faisant frissonner le monde. Et le refrain accompagnant cette Marseillaise disait ça: debout, soldats français, nous serons triomphants. Partons, partons, la République appelle ses enfants. Imaginez comment déjà, en 1892, à cause de ce corps d'élite, une Marseillaise du Dahomey a été écrite et chantée par l'armée française, qui n'était pas constituée que des soldats français. La Légion française était constituée des Haoussa du Nigeria, des Gabonais, des Sénégalais et même des Algériens pour venir combattre le royaume de Dahomey. Autant de monde pour combattre un seul royaume? Tout à fait, parce que, vous savez, le gouvernement a su bien dire que c'est un symbole de notre amour et de notre engagement pour le pays. Et c'est ça qui reflétait les Amazones de Dahomey, qui disaient déjà vaincre ou périr. On les craignait. C'est une armée bien disciplinée, qui n'avait rien à envier à la troupe étrangère. Et je vous rappelle, au niveau de Bonou, ce sont ces Amazones, à l'image de Naga, qui ont eu raison peut-être du meilleur commandant français, qu'on l'appelait le commandant Foraz, qui était tué à Bonou pendant cette conquête coloniale. C'était frappant et normalement, comme je vous l'ai dit, le gouvernement actuel a su distinguer le réel de l'irréel en faisant de cette Amazone, de cette statue, l'image de destination de notre pays. Et parce que ce monument fait normalement œuvre utile tant du point de vue historiographique que du point de vue de la connaissance des relations humaines au sein du royaume de Dahomey. Voilà. Un peu brièvement, comment peut-on voir, analyser le contexte historique de cette statue d'Amazone venant de l'histoire du royaume de Dahomey. Et maintenant, si nous abordons progressivement le contexte touristique. Pourquoi le gouvernement s'est affairé à
avoir ces genres de monuments. En dehors, il y a le monument peut-être de Biogera qu'on a discuté là-dessus. Et maintenant, la statue des Amazones. Simplement parce que si vous voulez parler de la destination touristique d'un pays, il faut se référer aux caractéristiques de destination. Et les caractéristiques de destination que je nomme ici, IDI, c'est-à-dire l'image de destination. Le Bénin aujourd'hui en fait une image de destination touristique. Et le tourisme a pour fondement la culture. Et la culture provient de l'histoire. Voilà un peu le contexte historique de cette statue-là qui nous révèle réellement l'image de destination de notre pays. À partir de l'image de cette destination, nous allons voir maintenant la diversité de la destination. Comme je l'ai dit aussi au niveau de la statue de Biogera, les produits touristiques que le Bénin aujourd'hui a, comme Ouida, qui retrace l'histoire mémorielle de la route de l'esclave. Vous avez les musées d'Abomey qui retracent le tourisme culturel de la muséologie au Bénin. Vous avez Gambier qui nous plonge carrément dans l'écotourisme et qui frappe tout visiteur à partir de l'ingénierie architecturale. Nous avons notre Pandjari qui nous replonge aussi dans le tourisme de nature. Alors, le Bénin a besoin d'une image pour caractériser un peu toutes ces offres touristiques que nous avons. En dehors maintenant, l'image de destination que représentent les Amazones, ces monuments qui viennent d'être inaugurés par le gouvernement relèvent de 3 types du tourisme. Vous avez d'abord le tourisme culturel, parce que pour les touristes qui veulent en savoir un peu plus sur la culture du Bénin, sur l'histoire du Bénin, ces monuments, nous les replongeons là-dedans. La belle preuve que nous venons de parler maintenant du contexte historique de ces statues-là. Et qui parle de la culture, parle de l'histoire. Biogera nous replonge dans le royaume de Wasangari. Les Amazones nous replongent dans l'histoire du royaume de Dahomey. Le second type de tourisme qu'on devrait normalement imaginer et remarquer à partir de ces statues-là, vous avez le tourisme mémoriel, qui nous rappelle maintenant la conquête coloniale. Et le tourisme mémoriel, c'est ce type de tourisme qui nous rappelle les moments douloureux. Ces Amazones ont marqué quand même des territoires dans notre pays. Ils ont eu une route de résistance. Vous avez le dur combat de Dogba, vous avez le dur combat d'Achukpa, vous avez le dur combat de Kokissa, vous avez le dur combat de Kanan. Et n'oubliez pas que ces Amazones ont à leur tête le roi Béanzin, qui a tracé aussi une route de maquis. Voilà un peu le tourisme mémoriel qui est frappé. Et au niveau du nord, vous avez Biogera, qui marque aussi des territoires pour une route mémorielle. En dehors, les 2 types de tourisme, que ce soit le tourisme culturel ou historique et le tourisme mémoriel, vous avez enfin le tourisme de loisirs. Tout ce beau monde que vous voyez aujourd'hui sur l'esplanade présentement ne sont pas simplement venus pour l'histoire. Ils ne sont pas aussi venus simplement pour le traçage de la route mémorielle. Mais ils viennent prendre du plaisir. C'est vrai qu'il y a des enfants de tout âge. Tout le monde vient. Vous savez quoi? L'esplanade là nous place maintenant au cœur du tourisme de loisirs. Et je vous rappelle, ça fait corps à la route des pêches. Vous avez des hôtels qui sont ici tout et tout pour venir prendre du plaisir, notre divertissement, pour venir prendre de belles photos, de souvenirs. Ces monuments aujourd'hui nous les replongent dans ce type de tourisme. La fin de cette royauté, c'est-à-dire le royaume de Dahomey, a été constatée pratiquement vers 1894, où le roi Béanzin avait entonné pour reconnaître la bravoure de ces femmes, de ces Amazones. Parce qu'au moment où le roi Béanzin demandait d'après Nanga, Nansika et consorts, elles étaient tous déjà éliminées, tombées sous les obus tirés de la canonnière du général d'ordre. Mais le roi Béanzin, à Goro, a initié ce que j'appelle ici un rituel. Et ce rituel, il a chanté. Si vous me le permettez, il disait Amidja mito, misana duha midea, oko e mikodo kakalobo, meko kule mon masoyon béton. C'est-à-dire quoi? En fait, voici votre libation rituelle. Vos offrandes aux compagnons de lutte. Je ne mangerai plus avec vous. Après un si long différend,
qui a fait tant de victimes, il est difficile de changer d'avis. Il a reconnu la bravoure de ces femmes, mais il dit qu'il ne changera pas d'avis parce qu'il y a eu tant de victimes. Il ne changera pas d'avis par rapport à quoi? Il ne cédera pas. Le roi a reconnu cette bravoure-là, cette fidélité à la femme de cette brave Amazone en leur disant « Tant que vous êtes tombés sous les obus et vous n'avez pas pu changer d'avis, lui-même étant le roi de Dahomey, il ne changera pas d'avis en vendant son pays. » Alors, comment a pris fin cette histoire, l'histoire de cette troupe, ces Amazones? Vous avez parlé de celles qui sont tombées sous les obus. Est-ce qu'elles sont toutes mortes de cette manière? Non, il y en a quelques-unes, mais vous savez, à partir de 1894, où la France a mis fin à la royauté, mais tout en reconnaissant, je vous le rappelle, c'est très important, tout en reconnaissant le royaume d'Abomey. Parce que Abomey était quand même la capitale administrative de ce royaume. Ok, alors c'était dans le royaume de Dahomey. Le royaume de Dahomey avait déjà pour capitale, le siège administratif était à Abomey. Okay. Mais après avoir mis fin à la royauté, mais la France a reconnu tout de même quand même ce royaume, qui n'avait plus d'envergure en couvrant tout le sud du Bénin, mais on a considéré quand même la capitale, Abomey, étant comme un royaume. Okay. C'est la France même qui l'a dit, le royaume d'Abomey. Okay. Et pire, c'est la France qui est allée jusqu'à leur donner le nom Dahomey à la République. Ce n'est pas les Aboméens. C'est très important de le connaître parce que la France a su que c'est la guerre qu'elle avait planifiée en découdre avec ce royaume en quelques jours. Sa guerre a duré 4 ans durant et sur une négociation. Et le roi n'avait pas capitulé. C'est sur une négociation que le roi Béhanzin s'est rendu après Martinique, Blida et consorts. C'est la France qui a donné le nom Dahomey et non les Aboméens, et non le peuple dahoméen en son temps. C'est compte tenu de la bravoure. Alors, avant Dahomey, c'était quoi le nom? Non, c'est que nous étions dans la royauté et on avait pas mal de royaumes. Je vous rappelle que le royaume de Dahomey faisait partie de l'ère culturelle Adjatado, qui avait dominé quand même pas mal de royaumes. Le royaume de Savi, le royaume d'Alada, le Porte-Novo était un royaume frère à eux. Le royaume de Savè, le royaume de Dassa, le royaume de Kétou et consorts. Au sud du Bénin, il y avait quand même 2 grandes aires culturelles. Il y avait l'ère culturelle Adjatado, dont étaient issus les rois, les descendants du royaume de Dahomey, et l'ère culturelle Yoruba, qui avait connu le plus grand royaume, comme le royaume de Kétou. Mais le royaume d'Abomey a su dominer tous ces royaumes-là, a imposé l'hégémonie normale, et au sud du Bénin, et avait même un traité de paix avec ceux du nord. Mais la France a quand même reconnu la bravoure de ces Amazones-là, de ce royaume-là, tout en attribuant maintenant le nom Dahomey à la République. C'est important et c'est capital pour notre pays. Le Bénin est un pays à visiter. Nous en avons un peu parlé à travers la première vidéo que nous vous avons montrée. Vous en aurez d'autres, vous en connaîtrez encore plus sur le Bénin et nous vous invitons, nous vous attendons. Venez visiter le Bénin, venez découvrir l'histoire de cette merveilleuse nation et vous en ressortirez avec beaucoup de connaissances et ce sera effectivement à votre actif.